Je me retrouvais en Haïti depuis 2 ans pour une mission humanitaire pour le compte de la Croix-Rouge haïtienne. En ces débuts de l'année 2010, la Fédération de la Croix-Rouge m'avait confié la responsabilité de fermer nos bureaux car la mission qui nous avait amené là-bas suite aux inondations qui avaient frappé Haïti arrivait à son terme. Je m'étais d'ailleurs déjà séparé avec la plupart de mes collaborateurs, jusque même à mon assistante administrative, Madame Lucas. Il me restait que mon chauffeur. C'est lundi du 12 janvier 2010, en me réveillant, je ne me sentais pas bien. Je suis allé voir mon médecin qui m'arrêta pour la journée. Au retour, je fais un crochet auprès de mes compatriotes qui habitaient dans le même quartier que moi. C'était à la Montagne Noire, pour ceux qui connaissent Port-au-Prince. On a papoté un peu, on a discuté de tout ce qui s'est passé en Haïti. Et comme la plupart des organisations internationales, la fédération m'avait envoyé un mémo pour me rappeler qu'il fallait que je prépare les kits de secours au cas où un événement arriverait avant mon départ, car je devais terminer la mission en fin janvier. Donc j'en ai profité pour partager avec mes compatriotes en leur disant « Vous devez préparer ces kits de secours, car on ne sait jamais. Cette année, je crois qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Mais à ces moments-là, je ne serai pas là, comme je devais partir en fin janvier. » En déjeunant ensemble, et eux, ils retournèrent au bureau parce qu'ils travaillaient pour la mission des Nations Unies. Et moi, je suis allé chez moi, j'ai piqué une somme. Vers 17 h, j'étais encore à moitié endormi, à moitié réveillé. J'ai senti le lit bouger comme s'il y avait quelqu'un en dessous du lit. Je me demandais, mais qui ça pouvait bien être? Je suis seul dans cet appartement qui se trouve au 3e étage d'un immeuble. Après quelques instants, ce fit le tour des fenêtres qui cliquetaient. Et après quelques instants, c'était le tour du bloc climatisé qui s'est trouvé à 2 mètres de hauteur. À ces moments-là, il y a eu comme un flashback dans ma tête, l'association de 3 niveaux. Plancher, vitre, climatiseur. J'ai crié, tremblement de terre. J'étais pas sûr. J'ai couru au salon pour vérifier ce qui s'était passé réellement. Arrivé devant la porte, l'immeuble bougeait tellement que je ne pouvais pas ouvrir la porte. J'ai eu l'idée de passer à travers la fenêtre pour sauter au balcon. Et quand je suis arrivé devant le balcon, je me suis rappelé que j'étais au 3e étage de l'immeuble. Et là, j'ai vu comme un ange qui passait, qui me disait « Attendez d'abord, quand l'immeuble va commencer à tomber, peut-être tu pourras sauter. » Sage décision. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai attendu quelques instants, mais qui m'ont apparu comme une éternité. Avant que l'immeuble se stabilise, et j'ouvre la porte, je suis descendu. Et malheureusement, en arrivant en bas, j'ai constaté avec les autres voisins que les tremblements de terre s'étaient réellement produits ces jours-là. Et là, j'ai remercié mon bailleur qui avait respecté les normes antisismiques, car dans la plupart des cas, ces normes sont bafouées en Haïti. Après, je me suis rendu compte que ma collègue de la Croix-Rouge canadienne n'était pas avec moi. Sans y réfléchir, je suis remonté au 5e étage pour aller vérifier s'il lui avait pas arrivé quelque chose. Juste le temps de frapper, il y a eu la fameuse 2e réplique. Et là, je vous assure, je suis redescendu. Si on avait chronométré mon sprint, je crois que j'avais battu le record du Sunbot. Et après quelques instants, j'ai vu ma collègue arriver calmement en me disant « Moi, j'avais préféré me cacher en dessous de la table comme on nous apprend dans les règles de sécurité. » Tu as failli me faire une attaque et toi tu étais là-haut. Après, on a décidé de partir. Il fallait remonter encore, aller chercher la fameuse kit de sécurité, l'ordinateur, le portable et la radiocommunication. Je suis monté, j'ai récupéré, on s'est retrouvés en bas. Et là, j'ai pensé à ma famille. Premier appel, chérie, mais il était minuit à Paris, elle dormait. Je lui ai laissé un message. En se réveillant ce matin, tu apprendras qu'il y a eu un tremblement de terre majeur en Haïti. Rassure-toi, je me porte bien et je me mets au boulot. Bisous, embrasse les enfants. Le 2e appel, c'était à mon chef qui s'est trouvé à Panama pour lui dire « Eh, ça y est », parce que ça se murmurait depuis un temps que ça devait arriver. Et le chef de me demander « Va faire le tour de la ville pour nous faire le point ». À ce moment-là, je ne savais pas que ma nouvelle mission venait de commencer en Haïti.
et avec ma collègue de la Croix-Rouge haïtienne, Croix-Rouge canadienne, on s'est décidé de sortir. Lorsque nous avons ouvert le portail de notre immeuble, on était comme hypnotisés par la scène qu'on voyait devant nous. Il n'y avait plus rien autour de nous. Les immeubles, les maisons, tout s'était effondré. Alors on s'est posé la question, où sont passés les voisins? Mais où est-ce qu'ils sont les voisins? Mais ils étaient ici. Et comme on était sur une colline, on voyait à travers la ville de Port-au-Prince, il y avait que la poussière blanche qui montait. Et il y avait un silence. Tellement qu'on s'est parlé, mais on ne s'entendait pas. Et moi j'étais là, j'ai dit, mais ils doivent être quelque part, mais où est-ce qu'ils sont passés? On continue à avancer. Et puis vers le moment où on a découvert le premier cadavre. Je me souviens comme si c'était hier, c'était une dame coincée sur le portail. Après, il y a eu un deuxième, un troisième. Au début, on voulait bien le rassembler pour essayer un peu de les arranger. Mais on a été tout de suite débordé par la tâche et on a laissé la responsabilité aux volontaires de la Croix-Rouge haïtienne. Et on a continué. À ce moment-là, le réseau mobile ne fonctionnait plus. On utilisait juste les radios. Et c'est là où on a appris que le siège de la Croix-Rouge haïtienne s'était effondré. Dieu merci, il n'y avait pas de victimes. Mais le siège des Nations Unies s'était aussi effondré. Et là, il y avait beaucoup de victimes. J'ai tout de suite pensé à mes deux collègues avec qui on avait déjeuné. Mais impossible de les joindre par téléphone. Et je ne pouvais pas me rendre parce qu'on était de l'autre côté de la ville. On a continué. Et ce soir-là, j'ai vu une chaîne de solidarité qui s'était mise en place. Vous trouvez des blessés qui allaient au secours des autres blessés. Et on a continué à faire l'évaluation. On a travaillé cette nuit-là jusqu'à 4 heures du matin. Et après, je me suis dit, ce peuple haïtien, c'était un peuple à féliciter. Parce que malgré la situation chaotique qu'ils vivaient, mais ils étaient dans leur dignité, dans leur fierté. J'ai apprécié beaucoup ça. Parce que si la même situation qu'ils vivaient s'était produite dans mon pays, je vous assure, on aurait tout pillé. Parce que vers les années 90, il y a une situation comme ça qui s'était produite dans mon pays. Les pillards ont amené même les animaux des animaux. Et 3 ans après, quand je devais quitter Haïti, où j'ai gardé beaucoup d'amis, j'ai retenu une leçon de ces peuples-là. Premier peuple, première république noire à avoir demandé à obtenir son indépendance. Il se trouve dans les Caraïbes, très bien, mais la nature ne les a pas gâtés. Ils ont une des saisons cycloniques les plus cruelles au monde. Entre les ouragans qui traversent leur pays et qui ne cessent d'augmenter, allez leur dire que le changement climatique, il n'y a rien à dire, il faut circuler. Et ce que j'admire dans ce peuple, c'est la résilience qu'ils ont développée. Malgré les ouragans qui leur tombent dessus, les inondations, les épidémies, mais ils arrivent toujours à se relever et à continuer d'avancer. En tout cas, bravo pour ce peuple, bravo. Je ne peux pas terminer ce récit sans la dédicacer à la mémoire de mon assistante administrative, Madame Lucas, et à des de mes compatriotes qui ont péri dans cette catastrophe, qui au final a emporté plus de 230 000 morts et 200 000 blessés. Mais d'après cette expérience, ma vie a totalement changé. Depuis lors, pour moi, la mort fait partie intégrante de la vie. Si vous vivez, dites-vous, vous devez mourir un jour. Au lieu d'être surpris le jour que ça vous arrivera, au contraire, il faut vous préparer. Merci de m'avoir écouté.